En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio, sécurité, économie numérique, immigration, écologie. Pendant une heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Et ce dimanche, nous avons le plaisir de recevoir le sociologue québécois Mathieu Bock-Côté et en duplex des États-Unis, l'universitaire américain Yascha Mounk. À une semaine de l'élection américaine, nous tenterons d'en saisir les enjeux. Un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est-il possible? Avec quelles conséquences pour le monde et pour la France? Serait-ce le triomphe du fascisme, comme le dit Kamala Harris? Comment expliquer la difficile campagne des démocrates? Kamala Harris est-elle la nouvelle Hillary Clinton? Sa victoire serait-elle celle du wokisme? Tout de suite les réponses de Mathieu Bock-Côté et Yascha Mounk en toute vérité. En toute vérité sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Mathieu Bock-Côté, Yascha Mounk, bonjour. Bonjour. Ravi d'être avec vous pour parler de cette élection présidentielle américaine. Nous sommes à une semaine des résultats et le suspense est total, avec peut-être quelque chose de surprenant tout de même, c'est l'incroyable résilience de Donald Trump qu'on pouvait croire fini, je dirais, après l'épisode du Capitole. Et qui est toujours là et dont la victoire, si l'on en croit les sondages, est possible. Donc j'ai envie de commencer par une question pour vous deux, mais d'abord, est-ce que vous y croyez et comment on en est arrivé là? Je ne sais pas qui est-ce qui veut commencer. Yascha Mounk, dont on rappelle le dernier livre, Le piège de l'identité, c'est des éditions de l'Observatoire. C'est justement un livre sur la question du wokisme dont on parlera aussi dans cette émission. Certainement, le résultat de cette élection n'est pas encore clair. Pour le moment, Trump semble même légèrement en avantage selon les projections électorales, selon les marchés où on peut mettre de l'argent, parier de l'argent sur le résultat de cette élection. Il semble que Trump a plus de probabilité de gagner de Kamala Harris. Ça a à faire avec le fait qu'il est impopulaire, mais moins impopulaire qu'en dans le passé. Ça a peut-être à faire avec ces deux tentatives d'assassinat de lui qui l'ont rendu plus sympathique à beaucoup d'Américains. Mais je crois que ça a à la fin plus que d'autres à faire avec les démocrates. Si on regarde les sondages, 61% des Américains croient que le Parti républicain soit trop extrême, mais 55% dans le même sondage disent que le Parti démocrate, lui, est aussi trop extrême. Et en fait, les démocrates ont pris des positions assez impopulaires sur des sujets qui viennent de l'immigration à des questions culturelles et sociales. Et donc, ils sont en train de perdre des parties de l'électorat qui étaient censés toujours voter pour les démocrates, y compris, par exemple, les Américains qui sont issus de l'Amérique latine, les latinos, comme on les appelle en Amérique, et même les hommes noirs, qui continuent à voter 3-1 ou 4-1 pour Kamala Harris, mais où, dans le passé, les républicains avaient peut-être jusque 8 ou 10% du vote. Merci Yascha Mounk. Est-ce que vous partagez cet avis, Mathieu Bock-Côté? Est-ce que finalement on a deux candidats qui font peur? C'est ce que nous dit Yascha Mounk, et que Kamala Harris, d'une certaine manière, fait aussi peur que Donald Trump aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire, on a un récit public, un récit médiatique en Occident qui a campé les rôles. Kamala Harris, c'est la gentille, Trump, c'est le méchant. Et à partir de là, on considère que les électeurs de Trump sont au mieux des gens terriblement cyniques et malfaisants, au pire une collection de crétins attardés, votant simplement sur le mode de l'affect négatif. Donc, refusant de comprendre que l'électorat trumpien n'est pas composé seulement d'un troupeau d'abrutis, mais d'électeurs qui, sans enthousiasme particulier, peuvent voter pour Trump. Il y a une base enthousiaste pour Trump, mais il y a beaucoup de gens qui, sans être enthousiastes pour Trump, vont voter pour lui sans enthousiasme ni hésitation. Pourquoi? Parce que les démocrates inquiètent aussi, justement.
D'ailleurs, vous noterez, il y a un parfum, un mélange d'années 30 et de guerre froide dans le vocabulaire politique américain. Harris traite Trump de fasciste, qui traite Harris de communiste. Bon, c'est un vocabulaire un peu original pour parler de la politique américaine. Je note, cela dit, que les républicains, au-delà de Trump, ont de bonnes raisons, je dirais les Américains ont de bonnes raisons de s'inquiéter de ce que serait une administration Harris. Je donne quelques exemples. Depuis quelques semaines déjà, et quelques années si on décide d'étendre un peu la réflexion, les figures importantes du Parti démocrate ont dit que le premier amendement, qui est garant de la liberté d'expression, était un amendement qui faisait problème aujourd'hui et qu'il serait nécessaire de l'encadrer pour limiter ce qu'ils appellent la désinformation et la haine, mais les discours haineux. Mais quand on voit ce qui est défini comme désinformation et discours haineux, plusieurs considèrent, et c'était presque l'aveu d'Hillary Clinton dans un entretien récemment, que ce que redoutent les démocrates, c'est la perte de la maîtrise du narratif politique et médiatique. Donc une volonté de censurer les discours divergents. Deuxièmement, une inquiétude très réelle par rapport à l'immigration, c'est-à-dire la volonté, ou à tout le moins le consentement, une modification démographique quasiment programmée dans certains États pour faire en sorte de les transformer de swing state en États démocrates. Parce qu'il y a quand même une participation plus... Les minorités issues de l'immigration, en général, votent bien davantage pour les démocrates. Troisième élément, inquiétude réelle aussi, ce qu'on appelle l'équité, diversité, inclusion, la DEI, on dirait aux États-Unis, donc la doctrine d'une forme de socialisme diversitaire et multiculturaliste, particulièrement autoritaire, qu'on a vu dans les campus, mais pas que dans les campus, dans les grandes entreprises, qui fonctionnent et qui s'alimentent d'une forme de racisme anti-blanc de plus en plus décomplexé et qui en inquiète plusieurs aux États-Unis. Et on pourrait ajouter, dernier point, sans que ça soit on pourrait en ajouter d'autres par ailleurs, une inquiétude sur la définition même du rôle des États-Unis dans le monde aujourd'hui, c'est-à-dire la tentation impériale pour certains, une volonté d'avoir une politique américaine qui serait davantage inscrite dans le contexte de la pluralité des civilisations aujourd'hui. Donc, on a tout ça à l'esprit. Donc, plusieurs considèrent que si Trump est excessif, si Trump est assurément un personnage inquiétant avec une personnalité autoritaire, qui dira le contraire, néanmoins, de l'autre côté, il y a une inquiétude qui semble se présenter sous une apparence plus avenante, mais qui est tout aussi grande pour le maintien de la démocratie américaine. Et dernière réflexion, moi, je ne me remets pas, si vous me permettez l'expression, du traitement médiatique de la passation de pouvoir entre Kamala Harris et Joe Biden et Kamala Harris depuis cet été. Depuis ce renoncement de Joe Biden. Qui est une forme de semi-putsch, à mon avis, parce que, bon, à CNews, la question lui a été posée. Depuis combien de temps étiez-vous au courant des problèmes cognitifs de Joe Biden qui l'empêchent? À Fox News, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? À CNews. Pardonnez-moi. À Fox News, la question lui a été posée des problèmes cognitifs de Joe Biden et elle a trouvé le moyen d'esquiver la question alors qu'elle est fondamentale parce qu'un récit dominant qui est un véritable mensonge institutionnel autour de la capacité cognitive de Joe Biden depuis 4 ans, je pense que ça en dit beaucoup sur les craintes légitimes des Américains devant le discours démocrate. Yassam Mounk, vous êtes plutôt de sensibilité de centre-gauche. Est-ce que vous partagez une partie de ces inquiétudes, notamment sur la liberté d'expression, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement une réaction du Parti démocrate aux excès justement de la personnalité de Donald Trump? Je crois que dans les faits, ces craintes sont beaucoup exagérées. Ce qui me frappe de Kamala Harris, c'est en fait qu'elle n'a pas vraiment un centre politique, elle n'a pas vraiment un point de vue politique très clair. En 2019, en 2020, quand elle s'est candidatée pour les primaires démocrates, elle faisait semblant d'être extrêmement woke. Elle parlait beaucoup, par exemple, de l'idée du equity, de vouloir distribuer les positions d'autres choses selon les différents groupes démographiques. Là, elle comprend que le moment politique est plutôt centriste et elle fait semblant d'être centriste. Sauf ces dernières positions. Si elle Pardonnez-moi, je vous interromps, j'aime pas trop ça, mais elle a quand même pris des positions, notamment sur les hommes noirs américains, des facilités notamment pour qu'ils se lancent dans le commerce de la drogue. C'est vrai que vu d'un point de vue européen et singulièrement français, ça peut paraître pour le coup extrêmement woke, ou en tout cas une discrimination positive assez agressive. Oui, ça c'est. En fait, si on regarde les propos de l'administration de la campagne, ils font un peu semblant de faire ça, mais en fait, les politiques qu'ils proposent ne distinguent pas par groupe. Alors, il y a un site qui est peut-être choquant d'un point de vue français et que moi, en tant que généraliste, n'aime pas trop, qui dit ici, il y a ce que l'administration va faire
pour les Latinos. Il y a un autre site qui dit ici, il y a les choses que l'administration va faire pour les Afro-Américains. Mais si on regarde les propos de manière spécifique, il dit par exemple, on va donner 50 000 dollars pour fonder de nouvelles entreprises aux Afro-Américains et des autres. Et ça veut dire en fait que c'est un programme neutre qui va s'adresser à tous les Américains qui vont essayer de faire ça. Alors pour moi, la deuxième chose, c'est que c'est très peu probable que si Kamala Harris gagne la présidence, elle va aussi avoir contrôle de la Chambre des députés, ça peut être, et certainement le Sénat. C'est très improbable que les démocrates vont avoir le contrôle des 3 institutions clés, alors de la présidence, du Congrès et du Sénat, et certainement ils ne vont pas avoir contrôle de la Cour suprême. Et alors, dans les faits, je crois que la probabilité que Kamala Harris peut faire ces changements est en tout cas assez faible. Après, je suis d'accord, par exemple, que dans tous les discours américains, pas seulement parmi la campagne de Kamala Harris, où par exemple Tim Walz a vraiment dit ça de manière assez claire, assez choquante dans la télévision il y a un an, mais dans tous les milieux démocrates, il y a par exemple l'idée que la liberté d'expression a une valeur de droite, une valeur qu'il ne faut pas défendre. Il y a de l'usage du mot de misinformation très ambigu. Par exemple, pendant la pandémie, on parlait beaucoup du fait que l'idée que le virus puisse avoir une origine pas naturelle, soit de la misinformation qui doit être censurée dans la désinformation. Ouais. Et je suis absolument d'accord que ça, c'est un point où les démocrates ont tort et qui les rendent impopulaires. Alors, on ne pense pas que la liberté d'expression est normalement le sujet le plus important de la politique américaine, probablement qu'il ne l'est pas. Mais là, je viens de voir un sondage de FIRE, une organisation qui défend la liberté d'expression en Amérique, qui montre en fait que c'est maintenant le sujet numéro 1, le deuxième plus important après l'immigration, je crois. Ouais, après l'immigration, je crois, d'ailleurs. Yascha Mounk, merci. Mathieu Bock-Côté, merci. Ne nous quittez pas, on continue à débattre des États-Unis après une courte pause sur Sud Radio. On se demandera si Kamala Harris est la nouvelle Hillary Clinton. On tentera aussi de définir plus précisément le Trumpisme. C'est tout de suite sur Sud Radio, en toute vérité, avec Yascha Mounk et Mathieu Bock-Côté. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec le sociologue américain, l'universitaire américain Yascha Mounk, auteur notamment du Piège de l'identité aux éditions de l'Observatoire, et avec Mathieu Bock-Côté, sociologue québécois bien connu des téléspectateurs de CNews, des lecteurs du Figaro. Il est éditorialiste également. Nous parlons de cette campagne américaine. Mathieu Bock-Côté, avant la pause, vous nous expliquiez que la terminologie de la campagne était étrange. Donald Trump traitait Kamala Harris de communiste et et Kamala Harris traitait Donald Trump de fasciste. Alors vous qui avez écrit le totalitarisme sans le goulag, c'est votre dernier livre, c'est aux éditions Les Preuves de la Cité. Est-ce que Donald Trump est fasciste? Et s'il n'est pas fasciste, qu'est-ce qu'il est? Qu'est-ce que le Trumpisme? Je trouve que cette expression est absolument insensée pour définir le Trumpisme et Trump. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas le critiquer très sévèrement, mais la mobilisation d'un vocabulaire qui caractérise globalement les années 30 pour parler d'un homme politique américain des années 2020 me semble ubuesque et relevé d'une facilité de langage absolument terrifiante. Donc, que représente Trump? Il représente un basculement dans l'histoire du conservatisme américain. Alors, on peut dire que il y a une histoire longue du conservatisme américain qui va des années 50 avec la création de la National Review, avec The Conservative Mind, le livre fondateur de Russell Kirk, la prise de contrôle du Parti républicain par Barry Goldwater, des conservateurs avec Barry Goldwater en 64, si je ne me trompe pas. Ensuite, la prise de la conquête de la Maison-Blanche par Ronald Reagan, et ça culmine dans la victoire américaine dans la guerre froide. Le mur de Berlin tombe, l'Empire démocratique américain est là pour régner et semer le bien en ce monde, et ça culminait dans une forme de doctrine néoconservatrice. Avec George Bush. Voilà, oui, mais Reagan est la figure quand même qui était la figure qui incarnait cette espèce de conservatisme démocratique optimiste et tout ça. Et le conservatisme américain, après la guerre froide, s'est cherché une nouvelle doctrine en quelque sorte. Il s'est replié sur
une forme de triangle doctrinal. D'un côté, l'impérialisme démocratique. De l'autre côté, une définition strictement universaliste de la nation sans contenu culturel. Et aussi la droite religieuse. J'ajoute un quatrième élément que j'aurais pas dû négliger. Évidemment, un capitalisme dans la un capitalisme mondialisé. Ça, c'est le néoconservatisme. On pourrait dire c'est le point d'aboutissement du conservatisme qui culmine, oui, aussi avec George Bush fils. Ensuite, il y a une autre tradition conservatrice américaine qui avait été laissée de côté au fil du temps et qui est associée à une figure comme Pat Buchanan, par exemple, qui va incarner cette contestation de ce néoconservatisme dans les années 90. Et quel est cet autre conservatisme? C'est un conservatisme qui est inquiet devant la vocation impériale des États-Unis, qui a une définition beaucoup plus culturelle de la nation. Samuel Huntington écrit un livre très important, Who Are We? Qui sommes-nous? Où il dit un instant, nous ne sommes pas qu'une nation universaliste, nous sommes une nation culture, qui est très donc critique de l'immigration massive, qui prend au sérieux la fameuse guerre culturelle qui prend aujourd'hui le visage du wokisme. Et cette tradition conservatrice alternative, qui va aussi mordre chez les électeurs indépendants, cette tradition-là a été longtemps méprisée, laissée de côté et cherchait en fait son héros en quelque sorte. Et Trump, en 2016, lui qui venait pas de ça du tout, c'était pas du tout de cette mouvance dont il provenait, s'est emparé de ce courant qui contestait de l'intérieur la droite américaine, qui en proposait une autre lecture, une autre définition de la droite américaine. Donc Trump représente aujourd'hui, de manière caricaturale, grossière, tout ce qu'on voudra, ce qu'on appelle aujourd'hui dans le monde occidental le national-conservatisme. Donc un conservatisme centré sur la restauration de la souveraineté nationale, sur la critique de l'immigration massive, sur la guerre contre le wokisme et surtout, par ailleurs, ne l'oublions pas, surtout, mais aussi sur une réhabilitation partielle du rôle de l'État après les illusions de ce qu'on appelait la mondialisation néolibérale. Donc Trump incarne politiquement, sans avoir lui-même une grande finesse doctrinale, ce basculement du conservatisme américain d'une synthèse à une autre. Yashamounk, est-ce que vous partagez cette définition? Est-ce que vous partagez ou pas la définition de Kamala Harris? Est-ce qu'il est fasciste? Est-ce qu'il y a un risque pour la démocratie? Et sinon, comment est-ce que vous définissez le Trumpisme? Je crois que cette caractérisation a été plus ou moins correcte, mais incomplète. C'est-à-dire que je suis d'accord que c'est pas juste qu'une erreur politique, mais aussi une erreur analytique de dire que Donald Trump soit fasciste. Je suis d'accord que son arrivée au pouvoir et le basculement de cet consensus conservateur basé sur les trois plans qui ont été évoqués. Mais il y a un autre côté de Donald Trump qui est très important à comprendre. Alors, si on regarde par exemple Giorgia Meloni en Italie, elle est peut-être vraiment une conservatrice nationaliste de cette manière, qui elle a des vrais racines dans un mouvement post-fasciste, mais elle est éloignée de ce mouvement et aujourd'hui elle ne semble pas être un danger pour les institutions démocratiques. Pour moi, Donald Trump, autre que les choses idéologiques qui ont été évoquées, est aussi un populiste autoritaire qui est basé sur l'idée que lui est le vrai représentant du peuple et que ça lui permet pas juste de critiquer les élites, ce qui est une chose complètement légitime dans une démocratie, mais aussi de se refuser un certain pluralisme, de dire que les gens qui sont pas d'accord avec lui sont de ces faits illégitimes. Et on a vu ça de manière le plus claire après l'élection de 2020, où il est allé bien au-delà de certaines positions de réforme, de politique des conservateurs nationalistes pour dire que l'élection n'était pas légitime, qu'il était le vrai vainqueur de cette élection, où il y a au moins inspiré une foule à attaquer le Capitole américain, ce qui est quand même un fait extrêmement important et rare dans l'histoire américaine. Et maintenant, c'est très clair que s'il perd dans 9 jours, c'est bien possible qu'il va gagner, mais s'il perd, c'est très très clair qu'il va encore refuser d'accepter cette élection. Et ça, pour moi, c'est quand même le principe fondamental de la démocratie. On peut avoir des désaccords fondamentaux. On a même le droit, c'est peut-être pas très poli, mais on a le droit de se traiter de fasciste et de communiste. On n'a pas le droit de refuser d'accepter le résultat de l'élection, parce que c'est ça le principe fondamental qui nous permet d'avoir des désaccords fondamentaux sur la politique sans résoudre à la violence.
Mathieu Bock-Côté, c'est vrai que c'est une objection qu'on peut entendre. Alors peut-être j'aimerais vous entendre aussi sur le populisme qui est peut-être un courant qui est à l'origine même de la création des États-Unis, enfin qui existe depuis l'origine même de la création des États-Unis. Mais avant, sur cette objection, est-ce que Donald Trump a commis une faute tout simplement en refusant le résultat de l'élection? Et comment on explique que malgré ça, il soit toujours là? Moi, c'est ça qui est fascinant. Il y a deux choses. Je pense que c'est une faute absolument grave. Qui dira le contraire? Je ferai simplement la nuance suivante, c'est que je crois qu'en 2020, peu importe qui aurait remporté l'élection, les deux auraient contesté les résultats. Et je pense que dans 10 jours, quand il y aura l'élection américaine, eh bien, il y aura contestation des résultats, que ce soit les démocrates ou les républicains qui l'emportent. La contestation ne prendrait pas la même forme nécessairement, mais là, il y a eu plus que c'est vrai que la contestation a existé par le passé avec George Bush, Al Gore. Oui. Même la première élection de Donald Trump, on peut même rappeler que la première élection, les démocrates ont accusé les Russes d'être derrière exactement tout ce que ça. j'allais dire. C'est vrai, mais il a quand même refusé, été jusqu'à mettre la pression sur un certain nombre d'élus. Il était quand même beaucoup plus loin. Et personne ne va relativiser la gravité des gestes. Donc ça nous conduit à la deuxième question, c'est-à-dire pourquoi parce qu'en 2020, on était en droit de croire que Trump était fini, tout simplement. Oui. Or, il s'est maintenu. Pourquoi? Parce qu'il y a une part suffisante des Américains qui a une défiance profonde, je dirais insurmontable, envers ce qui est devenu le système politique américain, au-delà du système politique, du système d'élite aux États-Unis, et ce qui fait en sorte que cette masse-là s'est reconnue dans le récit, par ailleurs faux, de l'élection volée, et a soutenu Trump, qui par ailleurs avait exercé, par sa personnalité, une emprise, de ce coup-là, véritablement autoritaire sur le Parti républicain. Donc qu'est-ce qu'on a vu? On a vu des gens qui n'acceptent plus. En fait, ils vivent dans des mondes parallèles. Je pense qu'il faut pas sous-estimer à quel point les États-Unis, aujourd'hui, sont une société irréconciliable. Je suis de ceux qui pensent qu'à l'horizon du présent siècle, les États-Unis vont connaître, sans la violence d'hier, une nouvelle guerre de sécession. Une forme de guerre de sécession. J'entends par là qu'il n'y a plus de pays communs. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a différents pays qui existent dans celui-là. Entre la Californie et la Floride, il n'y a plus aucun lien commun. Faites la liste des différents États. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? Je crois qu'on va assister à une forme de reconfédéralisation des États-Unis, où la vie politique substantielle va se déplacer de Washington vers les États, où Washington va conserver sa vocation impériale d'une certaine manière, mais où les Américains vont se replier sur leurs États parce qu'ils ne sont plus capables de vivre ensemble. Y aura-t-il une nouvelle guerre de sécession aux États-Unis? C'est une très bonne question qu'on se posera, ou qu'on posera également à Yascha Mounk après une courte pause sur Sud Radio. On se retrouve pour parler élections américaines dans quelques minutes sur Sud Radio, en toute vérité, avec Yascha Mounk et Mathieu Bock-Côté. À tout de suite. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio, en toute vérité, avec Yascha Mounk, auteur du Piège de l'identité aux éditions de l'Observatoire. C'est un universitaire américain, fin observateur de la vie politique américaine. Et Mathieu Bock-Côté, que tout le monde connaît en France, éditorialiste au Figaro, figure de la chaîne CNews, auteur de plusieurs livres. Le dernier, Le totalitarisme sans le goulag, c'est aux presses de la Cité. Et donc on parle ce matin des élections américaines. Avant la pause, Mathieu Bock-Côté expliquait qu'il y aurait probablement une forme de nouvelle sécession aux États-Unis dans le siècle à venir. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Yascha Mounk? Est-ce que finalement cette élection extrêmement serrée reflète surtout une société hyper polarisée avec la naissance de deux Amériques en quelque sorte, ou la confirmation de deux Amériques peut-être irréconciliables? Oui et non. Certainement, la société américaine est très divisée. Il y a un certain électorat qui est passionné de Donald Trump, il y a un certain électorat qui est passionné des démocrates. Mais les faits sont un peu plus compliqués que ça. Premièrement, il y a beaucoup d'Américains qui sont modérés dans leurs opinions politiques. Et c'est une des raisons pourquoi il y a beaucoup d'Américains dans cette élection qui n'aiment ni les démocrates ni les républicains, qui peut-être sachent pour qui ils vont voter, mais ils vont le faire sans enthousiasme, ou qui peut-être sont vraiment vexés parce qu'ils ne sachent pas lequel mal préférer. Deuxièmement, c'est important de comprendre que la comparaison qu'on fait parfois aux États-Unis, entre les États-Unis et des pays comme le Bosnie, par exemple, ou le Liban ou le Kenya, est complètement erronée. Alors, il y a l'idée que l'Amérique a vraiment deux tribus qui sont tellement divisées que
rien change et que presque tout le monde appartient à d'un de ces groupes. Mais si on regarde ces sociétés profondément divisées, ils ont des groupes où si je sais pour qui a voté votre grand-père, je sais pour qui va voter votre père, je sais pour qui vous votez, je sais pour qui vont voter vos enfants. En fait, en Amérique, on est en train de regarder un changement politique très vite où, en 2016, savoir l'ethnicité d'un voteur me disait beaucoup sur qui il allait voter. En 2024, ça veut dire beaucoup de moins. Parce que, en fait, les démocrates ont des scores beaucoup mieux parmi les voteurs blancs et les républicains ont des scores beaucoup mieux parmi, les minorités. par exemple, les latinos et les afro-américains, les minorités. Et donc, c'est bien possible que, comme dans d'autres ères de la politique américaine, en 2028, en 2032, on aura une grande majorité pour un candidat, soit républicain, soit démocrate, qui sache encadrer les opinions de la grande majorité des Américains. Deuxièmement, je ne crois pas à une sécession régionale parce que l'Amérique est extrêmement divisée d'une manière géographique plus compliquée. En Europe, on pense parfois que le Texas est tout conservateur, et New York est tout libéral. Mais en fait, la ville de New York est assez à gauche, mais c'est aussi vrai de Austin, Texas, et de plus en plus de Houston, Texas, et des autres grandes villes en Texas. Par contre, les régions plus rurales du New York sont extrêmement conservateurs. Alors, il n'y aura aucune logique pour avoir une forme de sécession nationale. Ce qu'on voit, c'est une guerre civile froide entre les élites politisées de l'Amérique. Je ne peux pas m'imaginer comment ça peut arriver à une vraie sécession dans le pays. Si je peux me permettre, je dirais juste je ne parle pas d'une sécession au sens où il y aura un éclatement de plusieurs États souverains, mais je dis une forme de sécession interne. Je parle pour ça de reconfédéralisation avec un renforcement de l'identité politique régionale au niveau des États plutôt qu'au niveau national. Et ensuite, on me dira, oui, mais il y a beaucoup d'Américains qui tendent entre deux options. J'aimerais rappeler que ce sont généralement, hélas, ou peut-être pas hélas, les minorités résolues qui font l'histoire. Or, on est devant des catégories de la population qui sont plus politisées que jamais et qui ne se reconnaissent plus dans la définition de certaines évidences. Donc, je pense que cet éclatement intérieur des États-Unis est possible. Ensuite, il est tout à fait vrai que au Texas ou ailleurs, la métropole est souvent progressiste et le reste de l'État est plus conservateur. Et il n'en demeure pas moins qu'il y a des différences significatives, par exemple, entre la Californie et ce qu'elle est devenue et la Floride et ce qu'elle est devenue. Justement, Yashamounk a parlé du Kenya ou du Liban, qui sont effectivement des exemples extrêmes, mais ce que vous me décrivez, moi, me fait penser à la France d'une certaine manière, avec des grandes métropoles qui votent à gauche, voire aujourd'hui à l'extrême gauche, et une France dite périphérique qui est plus proche du Rassemblement national, avec un phénomène d'archipélisation, comme l'a décrit Jérôme Fourquet. Finalement, on présente souvent les États-Unis comme un pays extraterrestre. Est-ce que c'est pas exactement le même phénomène qu'en France ou dans d'autres pays occidentaux? Il y a une différence, je crois, c'est que les États-Unis c'est une fédération. Donc, elle est constituée politiquement pour accentuer ces différences. La France, il y a une tradition girondine, certes, mais fondamentalement, la France culmine vers Paris, encore aujourd'hui, et le pouvoir régional n'est qu'un tremplin vers le pouvoir national. Alors qu'aux États-Unis, quoi qu'on en dise, le système fédéral, même malgré le New Deal, malgré Johnson, malgré le 20e siècle, demeure quand même, structure un espace politique où les identités régionales fortes peuvent se constituer et servir de vraies bases de repli pour avoir des projets politiques presque irréconciliables. Je mets le contraste entre la Californie. Ça a changé la Californie en 50 ans. C'était quand même l'État de Reagan. Et c'est devenu aujourd'hui le Wokistan américain. Et la Floride, de l'autre côté, avec qui, au moment de l'élection qui a changé aussi. Ben oui, en 2000, faut pas oublier, ça bascule en Floride autour de Bush. Et aujourd'hui, c'est considéré comme le château fort de l'anti-wokisme américain. Donc, politiquement constitué avec M. DeSantis. Donc, il faut voir à quel point la Constitution fédérale américaine permet une accentuation de ces contrastes et de cette archipélisation. C'est vrai, mais en même temps, je vous l'avais dit, avec une tectonique des plaques, avec une Californie qui a changé politiquement en 50 ans. Et démographiquement. Et la même chose, à l'inverse, en Floride. Yashamounk, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un phénomène intéressant, c'est que les Américains blancs votaient plus démocrates d'une certaine manière, et que les minorités désormais, même si les minorités continuent à voter majoritairement démocrates, votent à
un peu plus républicain. Est-ce que ça dit aussi des choses de la gauche? Il y a un aspect dont on a peu parlé sur le Trumpisme, c'est la question sociale et de l'Amérique populaire, où parfois Donald Trump se revendique comme le candidat de cette Amérique-là. Est-ce qu'il y a aussi un sentiment d'abandon, je dirais, voilà, des classes populaires par la gauche qui explique leur reprise sur le Parti républicain, voire aussi un sentiment d'une partie des minorités visibles d'être traitées avec condescendance par les démocrates, et que même ces minorités ne se révoltent finalement contre une politique des identitaires? Oui, absolument. Alors, en 2012, après que Barack Obama avait gagné son deuxième mandat contre Mitt Romney, il y avait un fameux rapport de Reince Priebus, le chef des Républicains à l'époque, qui disait qu'en fait, pour que les Républicains sachent gagner des élections nationales, ils doivent trouver une manière de convaincre des minorités, d'avoir plus de soutien parmi les minorités. Et à l'époque, on pensait que la manière de faire ça, c'était de modérer les positions du Parti républicain, d'aller vers le centre politique comme il était vu à l'époque. Et quand Donald Trump a gagné la nomination présidentielle en 2016, ça a été vu comme un rejet de cette stratégie, comme manière de dire non, en fait, on va juste pointer sur les voteurs blancs, on s'en fout de ces voteurs issus des minorités ethniques. Et c'était pour cette raison que tout le monde était convaincu que Donald Trump ne pourrait pas gagner. Il y avait des articles fameux sur de grandes publications américaines qui disaient de manière purement arithmétique, Trump ne peut pas gagner à cause des minorités ethniques. Et ce qui est arrivé en fait, c'est que le style populiste de Trump a eu beaucoup plus soutien parmi les groupes minoritaires qu'on le pensait. Et alors donc, c'est Donald Trump qui était vu comme la personne qui rejetait la stratégie de faire avancer le Parti républicain parmi les groupes minoritaires, qui a eu beaucoup de succès en transformant la situation américaine dans cette manière. Et alors, d'une certaine manière, pendant les dernières 10 ans, l'Amérique s'est dépolarisée sur le point de vue ethnique, au moins quand on regarde le vote des partis. Et là, c'est en partie le appel populiste de Trump qui joue. D'une certaine manière, il a de certaines similarités, par exemple, à des populistes latino-américains. Il y a donc une certaine familiarité au vote latino. Sur beaucoup de questions sociales et culturelles, ces groupes sont en tout cas plutôt conservateurs. Et même sur l'immigration, ils sont beaucoup plus ouverts au point de vue de Trump de ce que réalisent beaucoup de groupes activistes ou même des politiciens démocrates. Maintenant, par exemple, il y a une majorité parmi les latinos qui veulent des déportations de masse contre des immigrés illégaux, évidemment, sans papier, pas ceux qui sont là de manière légitime. Merci Yascha Mounk, merci Mathieu Bock-Côté. On se retrouve dans quelques minutes pour la dernière partie de cette émission. On vous demandera notamment vos pronostics à une semaine du vote des Américains. À tout de suite sur Sud Radio, En toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour en toute vérité sur Sud Radio pour parler des élections américaines. Nous sommes à une semaine du vote et le suspense est entier. Donc pour en parler, nous recevons ce matin, pour ceux qui nous rejoignent, Mathieu Bock-Côté, essayiste universitaire québécois, auteur du Totalitarisme sans le goulag aux presses de la Cité, et Yascha Mounk, universitaire américain, auteur du Piège de l'identité aux éditions de l'Observatoire. Yascha Mounk, on a beaucoup parlé de Donald Trump dans cette émission, essayer de définir ce qu'était le Trumpisme, un peu moins de Kamala Harris. Alors Kamala Harris, Trump traite Donald Trump de fasciste, mais Donald Trump la traite de communiste. Est-ce que c'est une communiste, la candidate démocrate? Et si c'est pas le cas, comment la définir? Est-ce que c'est une social-démocrate? Est-ce que c'est une wokiste radicale? Est-ce que c'est la nouvelle Hillary Clinton, tout simplement? En politique, des politiciens vraiment doués sachent imposer leur vision sur un pays, sur une société. De politiciens plutôt doués sachent réfléchir aujourd'hui qu'est-ce que va être
la majorité, le moment politique dans 2 semaines. Et avec Kamala Harris, on a l'impression qu'elle est toujours là où le mainstream américain, plutôt sur gauche, était il y a 1 semaine ou il y a 1 mois. Elle a un temps de retard. Quand elle était politicienne en Californie, elle était plutôt centriste. Elle disait qu'elle est très dure avec le crime, avec les criminels, quand elle était Attorney General. L'avocat le plus important de Californie, quand elle se candidatait en 2019, en 2020 pour la investiture démocrate, c'était un moment très dominé par Twitter, Twitter qui à l'époque était très de gauche, très dominé par des propos wokistes, et elle a répété beaucoup de ses slogans, elle s'est montrée vraiment comme une wokiste, une gauchiste convaincue. Aujourd'hui, c'est devenu clair que ces idées sont heureusement impopulaires dans le milieu de la société, dans la majorité de la société, et elle mène une campagne dans laquelle elle n'a pas eu le courage ou la vision de se séparer de manière très claire de ses propos, mais où elle ne les répète pas, où en fait elle semble avoir des propos plutôt modérés, pas tellement différents de Joe Biden. Alors, ce qui me frappe avec Kamala Harris, on entend beaucoup parmi les gens qui ont travaillé pour elle, qui la connaissent depuis des décennies, qui ont vrai accès à elle, c'est qu'elle n'a pas un profil politique très décisé. Et ça est en différence avec Hillary Clinton, par exemple, qui est peut-être pas une candidate très douée pour de variées raisons, mais qui avait certainement, elle, une vision de la politique où tout le monde savait plus ou moins qu'est-ce qu'elle allait faire à la présidence. Je crois que quand Kamala Harris, si Kamala Harris devient présidente, ça va beaucoup dépendre de l'opinion publique, des derniers sondages, du moment politique. Et dans ce sens-là, je ne crois pas qu'elle va mener une politique particulièrement radicale, mais elle ne va aussi pas avoir le courage de se séparer des positions plutôt extrêmes sur certains sujets culturels qui sont maintenant devenus le mainstream du Parti démocrate. Mathieu Bock-Côté, oui, Yascha Mounk nous explique finalement que Kamala Harris n'a pas beaucoup de colonne vertébrale politique. Elle est peut-être aussi le reflet de ce qui est le Parti démocrate aujourd'hui, coincé entre une aile gauche très radicale et une aile centriste, assez libérale sur le plan économique, qui n'a plus vraiment de vision de gauche non plus, ni de vision sur la question du travail. Est-ce qu'on peut dire ça? Je vous vois dodeliner de la tête. Je dirais, alors j'utiliserai un concept, il y a un côté d'extrême centre chez Kamala Harris, mais d'extrême centre avec tous les éléments que ça compose. Donc une gauche culturelle très affirmée, la gauche woke, et de l'autre côté, une appartenance aux élites et la certitude d'avoir un droit fondamental à gouverner. Donc elle est c'est pas pour rien que le système l'a portée au moment de la démission, en fait, du retrait de Joe Biden. Il faut voir, Kamala Harris était considérée par plusieurs, sinon par la grande majorité, comme une des plus mauvaises vice-présidentes de l'histoire des États-Unis depuis au moins plusieurs décennies. Et là, elle est propulsée au premier rang, et la puissance du système médiatique qui la traite, c'est un produit du système de ce point de vue, la traite comme la plus belle invention qu'on pouvait imaginer depuis, je sais pas trop ce qu'on dirait, depuis le pain tranché. Donc là, c'est une fois, on la présente comme une candidate, et là, on la présente comme une super-héroïne de Marvel, on la présente comme une candidature d'exception, on la présente comme une femme absolument remarquable, et le récit médiatique tient pendant un temps. Et le récit médiatique finit par se dégonfler un peu. De la sidération aussi du renoncement de Joe Biden. Renoncement. Ce qu'on a présenté pudiquement comme un renoncement, je crois. Du fait qu'il a été débranché, en tout cas, de ce rebondissement-là, il y a un effet de sidération. Oui, il y a un effet de sidération, mais donc je pense qu'idéologiquement, pour la situer, elle représente, oui, cet extrême centre. Donc, c'est l'esprit woke plus l'appartenance à la classe bourgeoise. Et de ce point de vue, elle incarne bien les élites américaines. Et j'insiste sur le fait, il y a une rupture entre elle et Joe Biden. Joe Biden représentait, c'était le dernier écho du Parti démocrate version Kennedy. C'est-à-dire qu'il prétend parler aux classes moyennes, qui se veut centriste, hein, c'est Average Joe, c'est Joe le normal, bon, qui parle. Avec elle, on est devant ce Parti démocrate nouveau, cette nouvelle synthèse du Parti démocrate qui, justement, s'alimente idéologiquement dans la gauche radicale, mais prétend avoir des techniques de gouvernement qui ne sont pas celles de la gauche radicale.
Pour le reste, j'y reviens, je l'ai dit en début d'émission, mais ça me semble important. La remise en question de la liberté d'expression aux États-Unis, assimiler aujourd'hui une valeur de droite, entre guillemets, et qu'on assimile, on dit la liberté d'expression ne devrait pas être celle de désinformer ou mésinformer ou de tenir des propos haineux. Pour moi, ça, c'est une tendance très claire liée à la gauche autoritaire, normalisée par l'extrême centre. On le voit partout dans le monde occidental, et ça, je crois que c'est davantage au cœur de son programme qu'on ne le dit. Donc, en fait, c'est pas Hillary Clinton, c'est Emmanuel Macron. Non, si je peux dire, oui. C'était une boutade, mais j'entends bien, le côté extrême centre. Oui, mais cela dit, elle hérite d'Hillary Clinton, qui était l'incarnation aussi de cette tendance dans le parti. Hillary Clinton, qui était beaucoup plus à gauche que son mari dans la vie politique démocrate. Dans les questions culturelles. Dans la vie du Parti démocrate. Il nous reste 3 minutes. Je voudrais avoir vos pronostics, mais avant peut-être une dernière question très rapidement. Cette élection avec Donald Trump, qui, qu'on le veuille ou non, a réussi à redevenir candidat après avoir perdu, ce qui est extrêmement rare, voire inédit aux États-Unis, c'est aussi effectivement la résilience d'un mouvement populiste. Est-ce que ce mouvement populiste, il est uniquement américain, ou est-ce que c'est le nouveau clivage du 21e siècle en Occident, et c'est finalement comparable à ce qu'on observe dans d'autres pays? On a parlé tout à l'heure de Mélanie, on pourrait parler de Marine Le Pen en France par exemple. Est-ce que la comparaison vous paraît juste? Mathieu Bock-Côté puis Yachamong, et ensuite vous nous donnerez vos pronostics pour cette élection. Je pense qu'il participe à la même tendance de fond, mais la spécificité américaine, enfin le propre du populisme, c'est de s'ancrer dans les caractéristiques d'un peuple, à bien des égards. Or, la culture politique américaine est tout à fait singulière. Mais oui, je crois que c'est une tendance lourde, avec un pôle plus conservateur, un pôle plus populiste, mais c'est un mouvement de contestation de la gouvernance globale, de l'immigration massive, de l'état thérapeutique, du multiculturalisme, du wokisme et tout ça. Ensuite, selon les pays, la tendance va être plus populiste en gauche. En gros, on le voit un peu avec le RN en France, et aux États-Unis, évidemment, vu l'histoire du pays, avec une dimension plus libérale économiquement. Yachamong, sur la tendance globale, vous avez écrit un livre également sur les populismes. Donc, est-ce que vous diriez que c'est un mouvement occidental? Oui, absolument. Je crois qu'il y a ces similarités entre Donald Trump et des figures comme Viktor Orban en Hongrie, Narendra Modi aux Indes, ou même des populistes de gauche comme Hugo Chavez en Venezuela. Il faut préciser qu'il y a aussi une similarité socio-économique. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la gauche est beaucoup de fois plus votée parmi les diplômés et parmi donc les gens plutôt aisés, qui ont des salaires, disons aisés, qui ont des salaires plutôt hauts, que parmi le prolétariat. Et alors, ce qu'on voit en France, en beaucoup de pays d'Europe, mais aussi maintenant de plus en plus aux États-Unis, c'est cette tendance de la classe prolétaire populaire de décamper des partis traditionnels de la gauche à ces mouvements populistes de droite. Merci à vous deux. Pour finir, votre pronostic, on est à un peu plus d'une semaine du vote. Vous direz qui sera le vainqueur selon vous, Yachamong? Je crois que personne ne le sait. Tout le monde qui prétend savoir qui va gagner. Mais vous pouvez avoir une intuition. Trump ou Kamala? J'ai aucune intuition à ce moment-là. Mathieu Bock-Côté, est-ce que vous prenez votre risque? Je crois que les sondages tirent à la hausse en ce moment Donald Trump un peu. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont à ce point sous-évalué en 2016 et en 2020 qu'ils ne veulent pas se donner l'impression aujourd'hui d'avoir sous-évalué encore une fois. Donc, ils le corrigent à la hausse, peut-être exagérément. À tout le moins, c'est mon impression pour ce que je comprends de la construction des sondages aujourd'hui. Donc, Mathieu Bock-Côté prédit Kamala. Je ne prédis rien. J'ajoute cet élément. On verra dans une semaine et demie. On reprendra votre pronostic, Mathieu Bock-Côté. Merci à tous. La question des États-Unis est passionnante. Elle donnera sans doute lieu à d'autres émissions. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité sur Sud Radio.